Chères auditrices, chers auditeurs de Golasso, bonsoir, bonjour, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez. Merci d'être avec nous pour ce nouveau podcast en lien avec la formation au Portugal. Donc un Golasso Scout qui évoque aujourd'hui le cas d'un garçon qui a beaucoup fait parler en cette fin de mercato qui s'est terminée la semaine dernière. Vous l'aurez compris, on va parler de Thiago Dantas, l'actuel joueur du Bayern de Munich, même de l'équipe B du Bayern de Munich, arrivé en cette toute fin de mercato prêté par Benfica. Donc un Golasso Scout qui va avoir une partie assez comme d'habitude, voilà, on va parler du joueur, de ses caractéristiques, de son parcours en jeune, de ses axes d'amélioration, de sa projection pour le futur, et donc son futur en Allemagne, mais aussi un peu de ses derniers événements, et donc de son départ surprise à la fin de ce mercato d'été 2020. Et donc pour m'accompagner ce soir, on a deux cadors, deux hommes qui le connaissent à la perfection sur le bout des doigts. J'ai avec moi Dany. Dany, comment tu vas? Ça va très bien. Et à bientôt, on va regarder le premier match de Dantas là, avec l'équipe B. C'est cet après-midi, je crois, à 13h. Face à Kaiserslautern. Je voulais pas dire le nom, j'allais me tromper. Voilà, je t'ai aidé. Et donc avec moi, bien sûr, Alex. Alex, comment tu vas? Non, ça va pas. Il y a un couvre-feu, plus de sport, plus rien. Donc ça ne va pas, mais on va faire avec. Tu vas pouvoir te concentrer exclusivement sur Golasso, sur Voilà. les nouveautés qui arrivent. Donc tout va bien. Donc les garçons, on va commencer tout de suite sur Thiago Dantas. Donc avant de revenir bien sûr sur ces derniers événements de cette fin de mercato, je vais te lancer Dany sur son parcours en jeune, sur ses qualités, ses caractéristiques, son positionnement quand il était dans les championnats juniors, avant d'évoquer ses saisons en professionnel en équipe B. L'équipe B joue en deuxième division, donc c'est considéré encore comme un niveau professionnel. Donc vas-y, je te lance sur ce garçon que tu aimes tant. Moi, j'ai commencé à le suivre, si je me trompe pas, en 2017. Donc je crois que c'est l'année où il se fait même les ligaments, où il fait une grosse blessure. Il revient, il fait la fin de saison avec les juniors. Si je me trompe pas, Alex, tu me dis. Et par la suite, il est vite appelé en B en début de saison. Mais parfois, par exemple, il fait la Youth League un peu, il commence à jouer avec la B. Je crois qu'il finit comme le championnat junior. Je te parle de la saison où il se fait les ligaments, si je me trompe pas. En 2017-2018 ? Ouais, non, juste avant. C'était pas 2016-2017 ou non, c'était peut-être 2017-2018. Parce que j'ai commencé à le suivre en 2017. Et après, je sais que la saison d'après, il commence avec la B. Il commence avec la B, il joue même la Youth League, avec, il fait des matchs avec Jota, avec Florentino. Il fait 25 matchs avec les juniors, voilà. Et une vingtaine de matchs avec la B, un truc comme ça. Voilà, donc c'est cette saison-là où j'ai vraiment commencé à le suivre et où vraiment il m'a impressionné. Trop fort en fait. Une vision de jeu hors pair, malgré son physique qui est, enfin, il est assez frêle, mais vraiment, à ce moment-là, il a quoi? Il a 17 ans. T'as l'impression d'avoir un gosse de. Ou même 16 ans, je crois. Ouais. 16-17 ans, et t'as l'impression d'avoir un gosse de 14 ans sur le terrain. C'est-à-dire que même avec les autres jeunes qu'il a autour de lui, tu sens que le mec a quand même beaucoup de retard, et que ce sera probablement comme ça pendant un moment. Mais balle au pied, en fait, il a juste un QI-foot surélevé par rapport aux autres parce qu'il voit tout avant tout le monde. Il a une vision de jeu incroyable. Pour relancer derrière et pour construire, en fait, il sait tout faire. Moi, j'ai l'impression qu'il sait tout faire. Et au fil du temps, il a même su s'améliorer offensivement. C'est-à-dire que je ne lui trouvais pas un côté finisseur, parce qu'on va pas aller jusqu'à l'heure, mais il a commencé à marquer beaucoup plus sur ces 2 dernières années, notamment sur le championnat junior où Porto gagne le championnat junior. C'était l'année où il y avait Gonzalo Ramos, toute cette équipe-là, avec Dantas en capitaine. Et je crois que c'est pas le championnat où il marque le plus, Alex? Lequel? Celui-là où Porto est champion, même on fait 2 matchs nuls contre eux. Année 2019-2020 du coup? Ouais. 2018-2019. C'est 2018-2019? Attends, oui, c'est ça. Il marque 12 buts dans l'année, je crois. Ouais, voilà, c'est quand même pas mal pour son poste à ce niveau-là. Et il commence déjà à enchaîner les matchs avec la B. Puis du coup, la saison dernière avec la B, c'est là où on le voit jouer le plus. C'est pas forcément sa meilleure saison avec la B. Enfin, j'ai pas trouvé qu'il avait été incroyable, mais ça a été notamment dû au fait qu'il avait joué beaucoup sur le couloir. Mais en fait, il joue sur le couloir, sur le papier, mais il rentrait beaucoup dans l'axe. Un peu une sorte de Pizzi l'année dernière, on va dire. Enfin, sur les 2 dernières saisons. T'es pas d'accord, Mathieu? Ok.
Ok, ok. Bah, c'est pas forcément le rôle que je lui préfère le plus. Je préfère le voir en junior, comme on a pu le voir encore cette année, où là, par contre, on voyait qu'il était vraiment au-dessus du lot, parce que toute l'année, soit le match aller face à Lyon, ou pour moi, même si Cherki fait un match incroyable, je le mets au-dessus. Que ce soit son match contre Liverpool, que ce soit contre le Zénith à l'aller, c'est trop fort. C'est clairement au-dessus. Voilà, tu sentais qu'il avait déjà une catégorie au-dessus. Il n'y en a pas beaucoup qu'on va survoler comme ça. Tu avais Gonzalo Ramos au long de la saison qui a commencé à monter. Camara, mais pour moi, Camara, c'est un crack générationnel. Donc, pour le coup, c'est pas vraiment comparable. Mais quand les deux jouent ensemble, par exemple, ça parlait même football. Et pour le coup, on se disait, ouais, est-ce qu'il allait avoir l'année de transition? C'est-à-dire le moment où il avait passé en A, donc il fait un match en Coupe de la Ligue, avec Bruno Lage le convoque en Coupe de la Ligue. Il rentre en jeu, je crois, 10-15 dernières minutes contre Setúbal. On fait 2-2. Et par la suite, tu te dis que ça va peut-être exploser. Peut-être qu'il va commencer à jouer régulièrement, mais pas plus que ça. Finalement, il continue avec la B. Si tu veux, je peux continuer sur cette partie ou tu veux qu'on fasse après? Parce qu'en vrai, là, je suis peut-être en train de m'emballer. On continuera après. Je vais juste lancer Alex Ouais. sur comment il le connaît depuis longtemps, mais à cette époque-là, tu lui voyais quelle trajectoire et à quel niveau tu le plaçais en termes d'une échelle de 1 à 5 au niveau de la craquitude, si on peut appeler ça comme ça. Moi, dès que je l'ai vu jouer, j'ai vite fait la comparaison avec des joueurs comme Verratti, Xavi, des joueurs qui ont tout balle au pied. Vraiment, c'est comme l'a dit Dani, c'est balle au pied, il sait tout faire, il n'a rien à progresser là-dessus. C'est vraiment un crack balle au pied. Après, c'était dans le jeu sans ballon. Moi, c'est toujours une problématique que j'ai vue chez lui. Et je parle même pas de son physique parce que physiquement, on a, comme j'ai cité, un Verratti, Xavi, c'était des joueurs assez frêles. Même si Dantas est encore plus frêle, mais on sait très bien qu'il va progresser sur ce point-là, surtout au Bayern. Mais c'était dans le jeu sans ballon, c'est-à-dire que je le trouvais toujours mauvais défensivement. Et pour un meilleur récupérateur, c'était assez embêtant. C'est un joueur qui se projette peu sans ballon. Donc pareil, c'est embêtant. C'est vraiment un joueur qui aime recevoir le ballon que balle au pied. Donc c'est-à-dire qu'il ne fait pas d'appel ni rien, donc il ne se projette pas, donc compliqué. C'est un joueur qui, dans tout ce qui est de transition, est aussi encore assez faible. Donc pareil, quand en transition défensive, il récupère très peu de ballons. C'est pas Paulo Bernardo, quoi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est tout le contraire de Paulo Bernardo, par exemple, qui lui est un joueur vraiment vertical. Mais voilà, après, balle au pied, c'est un crack. C'est pour moi un joueur qui peut jouer dans toutes les positions du milieu. Après, tout dépend de l'équipe dans laquelle il jouera. C'est-à-dire que s'il joue dans une équipe de possession vraiment ultra dominante dans son championnat, je le vois très bien en tant que numéro 6 en sentinelle. Et je le voyais déjà très bien à cette époque-là avant, c'est-à-dire devant la défense, vraiment comme Pirlo à l'époque du Milan AC ou Verratti avec le PSG. J'ai du mal à le voir aussi reculer, Comment Alex. J'ai du mal à le voir aussi jouer autant reculer, aussi loin des... Ah ouais? Ouais, je le vois, je sais pas, je le vois dans une équipe qui a le ballon, attention. Ouais, je conçois, mais pour moi, une équipe qui a le ballon, je sais pas, je vois un 6 pas forcément imposant, mais qui soit propre balle au pied, mais meilleur que lui défensivement. Je le trouve pas. Ouais. Défensivement, il est pas assez solide et pour moi, dans les transitions, ça peut faire mal. Ça dépend parce qu'il y a Pirlo au Milan, même Verratti au tout début du PSG. En vrai, ça dépend les deux milieux que tu as à côté de toi, quoi. C'est ça, voilà, ça dépend des deux milieux, exactement les relayeurs que tu as. Mais après, c'est un joueur qui peut jouer très bien relayeur aussi et je pense qu'il va faire sa carrière là-dessus. Relayeur droit, relayeur gauche. Il peut jouer aussi dans un milieu à deux. Je pense que c'est à ce poste-là qu'il jouera aussi peut-être avec le Bayern plus tard. Donc voilà, c'est un joueur qui est assez complet, balle au pied. Maintenant, il doit encore progresser dans toutes les phases de jeu que j'ai décrites précédemment. Et au niveau de la notation du crack, je dirais entre. Pour moi, je ne sais pas si actuellement c'est le meilleur joueur à son poste, à son âge, parce que tu as des joueurs, même au sein de notre propre pays, qui ont pris de l'avance pour lui. Par exemple, Vitinha, Fabio Vieira. Vieira, donc tu as des joueurs qui ont déjà pris un peu d'avance sur lui. Maintenant, je le note facile. Pour moi, c'est facile, un 8 sur 10, quoi, mais facile. Et je pense qu'au Bayern, il va progresser fois 1000. Et je pense que dans un an, notre discours sera totalement différent et il s'imposera facilement en espoir, par exemple, parce que je pense qu'il a trouvé le club pour progresser dans les points où il devait progresser. Et j'ai aucun doute sur sa réussite plus tard. Vraiment, j'avais peur qu'il parte dans un club bizarre au Portugal où vas-y, il n'aurait pas progressé tant que ça. C'était impossible. C'était un peu comme Jota. C'est des mecs. Enfin, et encore, moi, Dantas, actuellement, je le mets peut-être un peu plus au-dessus que Jota, pour moi. Mais
pour moi, c'était impossible dans le sens où tu savais que c'était soit il était intégré en A, soit il C'est partait ça. à l'étranger. C'est ça. Non, mais tu C'était vois, trop compliqué de le garder. Jota, il part dans un club où, vas-y, ça va être compliqué pour lui encore. Tu vois, c'est vraiment un club qui n'est pas fait pour son style de jeu. C'est un club qui, je sais pas si ça va le mettre en avant. Là, le Bayern, pour moi, c'était le meilleur choix possible parce que c'est un Oui, club au qui va le niveau faire du style progresser de jeu, oui. En dans fait, toutes les phases de jeu où il était assez faible. C'est un club qui va lui faire travailler là-dessus. Il va avoir 6 mois d'adaptation, même un peu moins. Et franchement, pour moi, c'est le deal idéal pour lui, le club idéal pour lui, vraiment. Mais surtout que les 2 rumeurs de transfert, pour lui, à l'époque, là aujourd'hui, il y a eu dans Bayern, c'est confirmé, mais à l'époque, c'était City aussi. Oui, Il voilà. y a une époque où il devait renouveler, c'était pas sûr qu'il reste, il fait un petit voyage à City, je pense, ça met une petite sauce aux dirigeants. Ouais. Et il part pas, mais en gros, voilà, c'est un peu le même style de jeu aussi. Enfin, style de jeu non, mais c'est un style de jeu, par exemple, City et Bayern, qu'il pouvait considérer avec son style à lui. Et on n'a pas vu d'autres équipes s'intéresser à lui qui avaient un jeu complètement différent. Si tu Bien parles sûr. d'United ou de Liverpool, pour moi, ça colle pas du tout, tu vois, déjà. Bien sûr, ouais, je suis d'accord. Il y avait aussi Dortmund, il me semble, Dani, qui était intéressé par Dantas il y a quelques mois. Ouais, Mais moi, ce que j'aime bien avec son transfert Bayern, c'est qu'au moins tout est clair depuis le début, c'est-à-dire qu'on l'intègre en équipe B, et ça a été défini depuis le tout début, dès qu'il est arrivé. On sent aussi la confiance de Hans-Dieter Flick, donc l'entraîneur du Bayern, qui, à ce qui paraît, le connaît depuis très 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 longtemps, à ce qu'on a entendu, il l'adore et a vraiment un projet intéressant, enfin plus qu'intéressant pour lui, qu'il voulait absolument pour, soi-disant, peut-être être le successeur de Thiago Alcantara dans quelques années. Je crois que justement, c'est le match contre. Je crois que c'était le match contre le Bayern, il y a 2 ans. Oui, c'est ça, oui. C'est le match à Bayern contre 2 ans en Youth League à Munich, où apparemment il lui tape dans l'œil et il se dit ah ouais, lui j'aime bien, c'est qui nanana, et par la suite il a continué à le suivre. C'est ça. Et je pense que c'est vraiment la Youth League l'année dernière et surtout peut-être le match contre Liverpool où il se dit ah ouais, faut aller le chercher. S'il y a possibilité, on va le chercher. Et bah ils l'ont fait quoi. Ils l'ont fait. J'aimerais revenir maintenant sur sa saison dernière, Dani, sur sa saison en équipe B, où donc il a retrouvé, il était entraîné par Renato Paiva, toujours entraîneur de l'équipe B et entraîneur déjà avec lui chez les jeunes, si je ne me trompe pas. En Youth League, déjà en Youth League, il avait. Youth League, donc voilà. Et ce positionnement un peu plus sur le côté, c'était une de mes réflexions il y a quelques semaines sur le côté des joueurs de Benfica qui devaient être un peu plus polyvalents. Cette saison-là, peut-être que ça n'a pas été sa meilleure, mais ça a aussi démontré une caractéristique qui pouvait s'adapter. Voilà, qui pouvait démontrer un rendement tout de même très correct à un poste où certes défensivement il fallait défendre sur le côté, mais offensivement il restait quand même dans des zones intérieures, des zones où il est très confortable. Et ça, j'aimerais ton avis sur cette saison-là et sur cette adaptation à ce positionnement un peu différent, mais au final pas tant que ça. Bah non, je suis d'accord avec toi. Offensivement, c'était bon, c'était correct, mais pareil, le truc c'est que t'es en B et même si c'est pas mal, un crack de ce niveau-là, il devrait justement survoler la B. Et le problème c'est que si on est déjà en train de chercher comment l'adapter, je pense que bah, lui il a fait sa saison, mais que ça lui a servi, mais ça lui a pas plu non plus quoi. Enfin, je sais pas si je vais me faire comprendre, mais il y avait pas de réel projet. Finalement, lui on essaie de l'adapter à une position qui lui plaisait. Moi, je pense que ça lui plaisait pas plus que ça. Je pense qu'il a du mal à juste sur un côté. Même en Youth League, sur la phase finale, c'est ce qu'il a à peu près fait sur, je crois que c'est la demi où il fait ça, où il joue sur le côté. Franchement, j'ai pas été fan non plus. Ouais, et même sa phase finale n'était pas bonne. Moi, j'ai pas trop aimé. Mais c'est un poste où pour moi, il aurait beaucoup trop d'utilité. Bien sûr, ça a dû lui apprendre, mais c'est un peu comme Félix quand on le mettait sur le côté gauche. Il peut jouer à ce poste-là, mais pour moi, c'est pas là où on va avoir ses meilleures caractéristiques. Après, c'est plaisant de savoir qu'un joueur peut s'adapter rapidement à ce poste-là, mais c'est pas là où on va voir ses plus belles qualités. Et défensivement, c'était toujours pareil. Le problème, c'est que, par exemple, si tu voulais jouer avec la A, à part Pizzi qui a un passe droit, défensivement, si t'as pas ce qu'il faut pour les transitions défensives, c'est compliqué. Et avec Jesus, c'était impossible. Et en 9,5, c'est pareil, parce qu'on l'a aussi essayé en 9,5 avec les A, et pour moi, c'est une position qui trop avancée pour lui. Il n'a pas les caractéristiques pour, je pense. Je ne sais pas si Alex veut me contredire, mais je pense pas. Je pense qu'il sera d'accord avec moi. Ouais, clairement. Moi, c'est le joueur qui doit jouer bas sur le terrain, et non pas voilà. avoir ballon au but. Quoi, donc, il est bon, il a toutes les caractéristiques. Je pourrais même dire qu'il des fois, il est peut-être plus complet offensivement que Verratti, parce qu'il a plus de sens de but que lui. Il est meilleur sur les coups de pied arrêtés, je trouve. Ouais. Offensivement, il a peut-être plus le sens du but que certains joueurs à son poste plus vieux ou du même âge. Le truc, c'est qu'en fait, il sait tellement tout faire et à la fois, il a un profil tellement atypique qu'il ne peut pas rentrer dans toutes les cases, mais pourtant, sur un terrain, il peut jouer dans plusieurs secteurs, on va dire.
il peut être à l'aise sur plusieurs secteurs. Mais après, c'est le jeu sans ballon, comme tu disais. Mais pour la position sur le côté, ça lui a apporté. Après, pour moi, c'était pas sa meilleure saison. C'était compliqué. Mais bon, tant pis. Hein. Ouais, j'en parle parce que je suis un peu dégoûté en même temps. Donc, dans ma voix, on sent un peu ma détresse. Alex, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur sa saison dernière et peut-être un peu aussi sur sa fin de saison dernière après le confinement avec cette Youth League, cette phase finale de Youth League en un match, enfin c'est vrai que c'est toujours en un match d'ailleurs, pardon, où il a été un petit peu moyen, en tout cas en deçà de ce qu'il avait démontré sur tout le reste de la compétition, sachant il faisait partie des 3 joueurs de Benfica qui étaient surclassés, parce que tu as le droit de faire jouer 3 joueurs hors U19 pour cette Youth League. Donc c'est vrai qu'il était naturellement déjà au-dessus des autres par ce statut-là. Et aussi ce début de saison, il a enchaîné tout de suite avec ce début de saison en deuxième division avec l'équipe B, où là il s'est retrouvé limite, carrément sur le banc. Il me semble qu'il n'a pas commencé un match sur sa période en début de saison. Confirme-moi ça, Dany. Non, il n'a pas commencé le match, il a toujours été sur le banc. Donc, non, mais maintenant tu comprends pourquoi. Moi, je pense qu'on comprend pourquoi. J'ai envie d'avoir votre avis sur cette fin de parcours à Benfica et ce transfert, pas surprise, mais au final on a l'impression que tout s'imbrique bien, on comprend tout en fait avec ce transfert au Bayern. Je vous laisse continuer. Pour revenir un peu sur ce qu'il disait Dany, oui, je suis totalement d'accord avec lui. C'est vrai que c'est pas. Il partait souvent du côté gauche ou du côté droit pour ensuite rentrer dans l'axe, mais pour moi, c'est pas. Même s'il rentrait souvent dans l'axe, c'était pas forcément sa position préférentielle parce que c'est un joueur qui doit débuter dans l'axe pour ensuite, s'il veut, se déporter sur le côté. Mais pour moi, commencer sur le côté pour ensuite venir sur l'axe, c'était pas. Il recevait beaucoup trop de ballons dos au but, etc. C'est vrai, il est pas assez percutant, il a besoin d'avoir le contrôle du jeu. C'est lui qui doit mener le jeu en fait. Et là, il le subissait, il pouvait pas avoir le même impact que s'il jouait un peu plus derrière, reculé. C'était plus compliqué pour moi. Et voilà, il n'a pas le même sens du but par exemple qu'un Pizzi, pas peut-être la même facilité pour éliminer le joueur, même s'il est bon, hein, c'est un bon dribbleur, mais pour moi, c'est pas la même chose. Je te compare un Pizzi, mais Pizzi, par exemple, il commence sa formation en étant ailier. Dantas, il n'a jamais été ailier, par exemple. C'est vrai. C'est déjà différent. Qui fera pas carrière sur le côté, ça c'est clair et net. Et ensuite, oui, il a été mauvais sur la phase finale, j'ai trouvé, de la Youth League, où on le voyait bien moins que par exemple qu'un Gonzalo Ramos, même si c'est totalement différent, deux profils totalement différents. Mais on sentait que c'était Gonzalo Ramos qui était sur une grosse période, qui portait l'équipe. Oui. Et Dantas, c'était un peu moins bien, et clairement moins bien même. Et c'est dommage parce que je pense qu'avec un grand Dantas, Benfica aurait largement gagné cette Youth League. Et ensuite, un début de saison compliqué où il commence sur le banc sur les 5 matchs. Donc je confirme, moi, je suis parti regarder vite fait. Il commence 0 match. Hein. Il commence 0 match. Il joue même que 8 minutes au premier match, etc. Non, je dis des bêtises. Il joue que 8 minutes. Ah si, il est titulaire. Il fait un match, je crois. Il y a Ronaldo Camara, il y a Paulo Bernardo qui joue aussi. Il joue contre Mafra, il joue 80 minutes contre Mafra le 27 septembre. C'est là où ils mettent un but magnifique. C'est une action magnifique où Ronaldo Camara finalise et Dantas c'est aussi dans l'action et bon sur le côté pour le coup, mais bon il y avait un truc aussi une fois que il me semble que Alex m'avait dit une fois en off et ça m'a marqué, et c'est vrai, c'est que Dantas en fait c'est un crack, mais c'est un crack, c'est pas le joueur sur le terrain qui va te sauter aux yeux par rapport à comment t'expliquer, par rapport à ce qu'il fait avec le ballon. C'est pas lui, il va porter l'équipe et tout faire. C'est le mec, s'il y a un très bon collectif, il va survoler parce que tout le monde est bon autour de lui et qu'il peut faire briller les autres. Si par contre il y a 6-7 bâtons mauvais autour de lui, il va avoir beaucoup de mal peut-être à se montrer. Tu sais qu'il aura un truc en plus, mais c'est pas un Félix qui, par exemple, dans un style qui n'est pas du tout adapté au sien, peut se différencier, faire des différences. Pour moi, Dantas, si par exemple il joue à Atlético, je pense que il s'efface très très vite. Ah oui, c'est pas un soliste, c'est clair. Voilà, c'est juste ça la différence. Mais tu me l'avais dit une fois et j'étais d'accord avec ce que tu avais dit. Et c'est vrai que sur ça, c'est compliqué. Pour en revenir à ce qu'avait dit Mathieu par rapport à sa fin de parcours, je vais essayer de bien en parler. Je pense que c'était un peu annoncé. Si on prend la position du joueur, moi je peux comprendre la position du joueur, c'est-à-dire qu'il allait entamer sa 3e saison en B. Et on s'était dit avec Alex, c'est que c'est problématique parce qu'en fait, tu fais junior, tu es surclassé parce que tu es tellement fort que tu peux déjà jouer avec la B. Tu joues avec la B une fois. Bon, tu fais un peu la saison que fait Brito l'année dernière. Même non, Brito a beaucoup joué l'année dernière avec la B. Mais tu joues pas mal de matchs, mais tu joues aussi beaucoup avec les juniors. Par la suite, c'est soit la saison d'après, tu continues en B et tu t'affirmes pour faire une saison complète,
soit tu es vraiment au-dessus et on croit en toi et on te fait monter en A. Bon, là, j'ai préféré le faire suivre une saison de plus en B. C'est un joueur qui connaît bien, mais pour lui, il n'était pas encore prêt. Et peut-être, c'est même pas une question des prêts, c'est peut-être même une question du profil. Son profil ne s'adaptait pas, 1, 2, 3, ne s'adaptait pas à la formation actuelle, sur le plan de jeu actuel. Donc ça, je peux comprendre aussi. Mais restons sur la position du joueur. Il fait sa deuxième saison en B où il joue pas à son poste, où il s'adapte à un poste, donc il apprend de nouveau un nouveau poste. Mais je pense qu'à ce stade-là, et quand on connaît son potentiel, son niveau, et avec les agents qu'il a autour de lui, je pense qu'il a besoin de certitude et de savoir qu'il y a un plan pour lui, en fait. Et arrive la fin d'année, et en fait, on lui dit que peut-être Jesus qui arrive et qu'il fait toujours pas partie des plans. Et que le prêter quelque part, ouais, mais où et qu'il voudra, ou alors tu fais encore une saison en B. Je pense que la saison en B, pour lui, c'était impossible. C'est-à-dire que je pense qu'il ne le voyait pas refaire une saison en B où on allait repartir sur le même plan de jeu avec le même entraîneur et qu'il n'allait pas encore évoluer. Donc, je pense qu'il s'est dit que non, ça ne lui servait à rien, qu'il fallait trouver une solution. Il a eu l'offre du Bayern. Bon, après, notre président l'a raconté un peu à sa façon. Le joueur lui a envoyé un petit message là. Ouais, s'il te plaît, est-ce que je peux partir? Le Bayern me veut, nanana. J'ai donné 14 ans de ma vie à ce club, blablabla. Donc apparemment, ça suffit. Mais encore une fois, je peux comprendre dans le sens où si le Bayern est arrivé et il lui a dit, voilà, on a un plan pour toi, au-delà du transfert, hein. C'est-à-dire, tu fais 6 mois en B, tu t'intègres à la culture déjà du pays, parce que tu es jeune, il faut que tu t'adaptes correctement. Tu t'adaptes aussi à la philosophie de jeu, au jeu allemand, tu vois. Et par la suite, la manière, je sais, j'ai pas encore vu jouer la B, donc je sais pas, enfin la réserve, donc je sais pas comment il joue. Mais s'il y a un jeu qui est sensiblement similaire à la A, ça me choquerait pas au vu du club du Bayern. Mais je pense que du coup, ça jouerait pour Dantas qui aurait un plan de jeu défini en réserve et qui par la suite s'enchaînerait, serait identique en A. Donc finalement, ça serait juste une progression constante en fait pour lui. Là où à Benfica, il avait aucune certitude parce que cette année, je pense qu'on n'allait pas lui promettre du temps de jeu. Je vois pas où Jesus allait le faire jouer. Et du coup, il a encore stagné. Je pense qu'à cet âge-là, c'est simple, il faut que tu joues. Je pense même qu'il aurait régressé parce que vu la courbe linéaire, la courbe de progression, je sentais plus regresser que stagner, moi. C'est ça. C'est ça. On s'était dit, s'il n'y a rien, il peut pas refaire une saison en B. C'est pas le joueur. Ce joueur-là ne peut pas faire une autre saison en B. C'est simple. Il est beaucoup trop fort pour. Et du coup, s'il ne s'adapte pas, parce que finalement, le problème avec notre Benfica actuel, c'est que quand tu es jeune, ça sera toi et ta chance, c'est-à-dire ça sera ton profil, est-ce qu'il s'adapte à l'équipe actuelle et au coach actuel. Et c'est là où on fera peut-être un autre podcast par rapport à ça, mais juste brièvement, c'est si tu avais une philosophie de jeu, un plan de jeu sur long terme, où tu sais que sur toute la formation, c'est ça, tu peux pas, non mais si tu peux voir de U15 à U19 ou B, tu peux pas juste arrêter à là et après arriver à A où tu es complètement perdu, parce que malheureusement, tu perds Dantas, tu perds Jota, tu perds Florentino, tu perds Jetson. Au bout d'un moment, c'est pas normal que tout, et en plus c'est des profils à chaque fois différents, c'est pas normal que sur 3 coachs différents on perde autant de jeunes. Encore une fois, c'est un problème encore plus au-dessus de l'entraîneur. Pour moi, c'est même pas de la faute de Jesus, c'est un problème encore plus au-dessus. Parce que Jesus, il arrive, il a son modèle de jeu, tu vois. Le problème, c'est que tu sais déjà comment, quand Jesus il va venir, ce qu'il va faire en fait, ce qu'il va proposer comme football. Donc tu sais déjà que Dantas, il va pas s'intégrer dedans. En tout cas, le Dantas actuel ne le fera pas. Et le Bayern, quand tu as un coach en plus qui te veut, on parle quand même du champion d'Europe, le coach te veut, le coach a un plan pour toi. C'est une demande du coach quand même. Et je pense que ça donne envie et je peux comprendre. Maintenant, pour parler encore de cette fin de parcours, maintenant j'ai parlé au niveau de la direction, je ne comprends pas comment tu prêtes ce mec-là au Bayern avec une option que tu n'annonces pas et qui me paraît aussi faible. Je ne comprends pas où on est gagnant en fait. Même s'il y a 25%. En fait, je pense que... non, moi je me dis que quand tu fais un deal, il y a un moment où tu dois gagner quelque chose. Tu peux pas, là, on peut pas me dire qu'on gagne rien. Donc j'aimerais comprendre qu'est-ce qu'on gagne en fait sur ça. Il y a peut-être un truc, vu qu'en fait on n'a rien déclaré, vu qu'on n'a pas annoncé qu'il y avait une clause, apparemment le président il l'a pas mis dans ses messages, mais je pense qu'il devrait chercher un peu plus. Il faudrait nous expliquer comment ce mec-là part pour 8 millions, parce que les supporters de Bayern n'ont peut-être pas encore conscience, mais ils ont recruté un mec qui va peut-être rester au club s'il est bien pendant au moins 10 ans, je pense. Sincèrement, c'est un mec, s'il est bien, il peut te faire une carrière à Alcantara qui quitte le Barça. C'est à peu près pas la même chose, parce qu'Alcantara avait déjà commencé avec l'équipe A. Mais c'est un mec qui peut avoir à peu près la même intégration et rester là au moins 10 ans et s'imposer s'imposer de manière discrète sur le long terme et à un moment devenir un leader. Parce qu'il y a un truc aussi qu'on n'a pas dit, c'est que Dantas, malgré son physique frêle, etc., ça veut rien dire, était capitaine en Youth League, était capitaine en équipe B
Et c'était pourtant le mec le plus petit sur le terrain, le mec qui peut-être en imposer le moins, et pourtant, ça veut dire qu'il a un mental incroyable, je pense. Et ça, c'est très important. Et je pense que ça, on le remarquera plus tard, mais le Bayern a aussi recruté un mec qui a énormément de leadership. C'est pas Ruben Dias, mais c'est un leader discret et un mec qui a une vision du foot incroyable sur le terrain. Alex, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur sa parcours ou sur sa projection Qu'est-ce que tu vois maintenant de Thiago Dantas? Est-ce que tu es d'accord avec Dani sur le fait qu'il peut rester, qu'il peut avoir un parcours, s'il confirme, extraordinaire du côté de l'Allemagne? Ouais, totalement, c'est pour ça et c'est pour ça que ça me fait rire, ce que j'ai vu un peu dans différents journaux, que donc il partait pour 8 millions, 8,5 millions d'euros la clause, et ensuite 25% de revente. Mais le Bayern est un club qui vend pas, enfin qui vend très peu. Le Bayern garde ses joueurs, donc c'est un peu comme le PSG. Ou qui Donc, vend ok, quand. ouais, ok, t'as 25% sur le joueur, mais le joueur il va partir peut-être qu'à 30 ans, tu vois. Donc ça m'a fait rire, et ouais, Et je ce comprends jour-là, il pas. part pour combien? Quand tu vois Thiago Ouais, Alcantara, il part pour 30 millions. il part pour 30 millions, mais donc ouais, tu feras un petit bénéfice, mais ouais, non, je comprends pas le deal là de Benfica, je ne comprends pas du tout, je ne comprendrai sûrement jamais, parce que quitte à laisser partir un joueur comme ça en prêt, tu mets quand même une clause à facile 25 millions, quoi. Je pense qu'un joueur comme ça, tu mets une grosse clause. Et non, tu mets une clause faible, et on sait tous que je pense qu'il ne faut pas être naïf. Dantas jouera au Bayern la saison prochaine. Le Bayern va lever la clause. Et voilà, ils mettent comme ça un petit pourcentage à la revente, ça ne sert strictement à rien, parce que tu ne l'as pas vendu à Wolverhampton ou à Monaco, ou je ne sais où, quoi. C'est pas un club vendeur, c'est pas un club qui aime vendre ses joueurs. Donc voilà, je ne comprends pas. Et après, concernant son avenir, bah, je pense et j'espère de tout cœur qu'il va s'adapter en Allemagne. Comme l'a dit Dani, c'était important pour moi qu'il commence en B. Et je trouve ça normal. De toute façon, ça ne m'étonne pas. C'est un club intelligent. Voilà, il va faire sa petite janvier. On est déjà en novembre bientôt. Donc voilà, au final, c'est que de 3 mois d'adaptation. C'est ce qu'il lui faut. Il va s'adapter au championnat, à la langue, à la culture allemande, qui est totalement différente de celle du Portugal. Il va s'adapter à un nouveau poste, sûrement, parce que ça joue totalement différent que Benfica. Et voilà, il va prendre physiquement, on voit déjà dans les entraînements que ça lui fait travailler physiquement. Donc je pense que l'année prochaine, il va commencer à s'installer, ou même dès janvier, il va commencer à avoir un peu de temps de jeu en A. Et l'année prochaine, il pourra commencer à postuler pour une place, pas des titulaires indiscutables parce que ce sera trop tôt, mais pour un genre de rotation. Et voilà, j'ai aucun doute sur sa carrière, parce qu'il a choisi le bon club. Et le club a choisi le bon joueur pour s'adapter. C'est un joueur qui a une très bonne mentalité. Donc voilà, je pense qu'il réussira une belle carrière au Bayern. Surtout quand tu vois comment les jeunes, à part le cas Sanchez, mais pour moi, Sanchez, c'est pas la même déjà mentalité que Dantas. Même au niveau de potentiel, c'est au-dessus. C'est pas le même style de jeu non plus, donc il ne s'adaptait pas forcément au Bayern à cette époque-là. Mais pour moi, les jeunes, quand tu vois Davis, etc., c'est des mecs qui ont tous réussi avec le Bayern, parce que le Bayern a su correctement les gérer. Et je te Même coupe, tu vois Dani. Kimmich, Je te oui. coupe vite fait. Donc ouais, Thiago Dantas est bien titulaire cet après-midi avec le numéro 6 du Bayern. Ça Donc va il être est beau. titulaire, c'est officiel. Donc, Ouais, j'ai envie de dire en plus, il a déjà même son numéro en pro, c'est le numéro 28. C'est Ouais. même pas c'est le numéro 28 qu'il a. Donc, je vais te dire, je pense, oui, que comme tu as dit, il jouera en deuxième partie de saison. Ouais. Peut-être pas titulaire, mais si il rentre et que de temps à autre, il peut rentrer, etc., faire 30-40 minutes, c'est du temps de jeu qu'il n'aurait même pas eu en A, en fait, chez nous. C'est ça. Et il va les avoir avec le championnat d'Europe. Pour lui, c'est tout bénef. Hein. Il a gagné. Il sait qu'il est en train de progresser dans tous les cas. Parce qu'entre avoir du temps de jeu avec le championnat d'Europe et entre avoir du temps de jeu avec je sais même pas quoi, le club qui se qualifie même pas en Ligue des Champions, il y a une différence quand même. Donc si je peux conclure juste avant vous les garçons. Donc en réalité, on a l'impression que Dantas, c'est un peu le symbole parfait de ce que représente la formation, enfin la majorité de la formation de Benfica ces dernières saisons. Un joueur qui a performé en équipe de jeunes pendant des années, qui a performé dans des systèmes, enfin dans des modèles de jeu qui étaient extrêmement bien définis entre les U15 et les U19 et même l'équipe B, comme tu as dit tout à l'heure, Dani, ce qu'on a souvent évoqué du côté de Benfica, hein, une équipe qui dans ces catégories de jeunes et donc en équipe B aussi, parce que ça fait encore partie de la formation. Et vraiment des équipes ultra imprévisibles et vraiment fortes au niveau du jeu. On arrive en équipe A et là on a l'impression qu'on n'a pas de projet pour ces garçons-là et qu'on a perdu donc les derniers meilleurs talents des dernières générations de Benfica. 99 donc avec Florentino, Jetson et Jota.
j'ai envie de dire que vous avez encore un peu d'espoir, mais vu où il est prêté, on a l'impression que là encore le processus est pas clair. Génération 2000, Thiago Dantas, donc on a ce sentiment-là, et donc après on sait pas quoi en faire, et donc on est obligé et en plus dans le cas de Thiago Dantas, on sait pas si on peut le prêter, on peut pas vraiment, on n'a pas l'impression qu'on peut le prêter en Liga Noche parce que il est trop crack pour ça, trop fort pour ça déjà, mais on n'a pas de projet de lui pour l'équipe première, et donc soit on le prête à l'étranger comme Jota, soit on le vend à un grand d'Europe qui a lui on a l'impression un meilleur projet de carrière pour ce garçon au lieu de son club formateur et de son club de toujours. Donc ça c'est un peu ma conclusion, et je pense aussi que ça doit être quand même très frustrant peut-être au niveau du côté de la formation de Benfica, parce qu'on en avait parlé un peu avec Arthur Georges quand il était lui qui travaille à la formation de Braga, et qui disait que si le joueur part à l'étranger ou part pour une somme intéressante du côté de Braga, c'est tout aussi intéressant parce qu'on peut pas, il y a des montants financiers encore aujourd'hui qui sont irrefusables. Mais du côté de Benfica, on n'a pas cette impression-là. On a l'impression que oui, le côté financier est important, mais que Benfica a quand même besoin beaucoup moins d'argent, surtout aujourd'hui que le Sporting Club de Braga. Je prends un exemple. Surtout que là, c'est même pas une question d'argent, Mathieu. Oui, là, c'est pas une question d'argent. Donc là, on a l'impression que c'est vraiment un manque de cohérence sportive au niveau de sa formation qui est assez troublant, et qu'au final, on en revient à notre émission du confinement sur la formation. J'espère qu'on peut pas dire aujourd'hui vraiment que Benfica fait confiance à sa formation. Ouais. En fait, tu disais que c'est ce qui représente la meilleure formation, c'est vrai. Et tu as aussi l'autre choix, tu as l'autre modèle. Tu as un autre profil, c'est Ramos, qui aussi représente bien la formation. Si tu as le profil qui va avec, tu arrives au bon moment avec le style de jeu qui te convient, bah, tu peux performer, mais tu feras une saison. C'est-à-dire que pour moi, Ramos, cette année, va pour moi faire une grosse saison, je pense, parce que pour que Jesus, je lui donne autant de confiance. Je pense qu'il compte vraiment sur lui et qu'il ne fera pas plus d'un an. Parce qu'à la fin de la saison, s'il fait une grosse saison, on va avoir une offre. Parce qu'il me semble qu'il a, en plus, sur le début de saison, là, il est passé sous Mendes, si je dis pas de conneries. Il est passé sous Mendes, et que du coup, bah, tu fais une grosse saison, tu as une grosse offre. Notre président va nous expliquer, bah, on ne peut pas couper les jambes du joueur. Hein, s'il a envie de partir, voilà, il y a l'argent, il y a autre chose. Et puis il partira. Ça, c'est l'autre modèle. C'est dans la continuité. Je suis d'accord, Dani, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, Florentino a un profil très spécifique. Jetson a un profil encore, un autre profil encore. Thiago Dantas au milieu de terrain. Je prends 3 milieux de terrain qui ont des profils ultra différents, complémentaires d'ailleurs. T'as encore Jota est un profil encore différent des élèves que t'as eu. T'en as aucun qui peut s'imposer et au final t'en as qu'un, c'est Gonzalo Ramos qui a le profil vraiment, il faut quand même un profil ultra spécifique pour rentrer dans cette équipe première de Benfica. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que tu as des cas t'as des cas où c'est genre c'est la chance, en fait c'est leur chance en fait, c'est-à-dire que Ederson, c'est un coup de chance. Je suis désolé, hein, quand Vieira te dit qu'il l'a acheté en retour dans un avion en retour, et qu'on lui a proposé de le récupérer parce qu'il était de la formation, il a pris, il a dit qu'il avait vu aucun match de sa part, mais il le récupère. Guedes, c'est la blessure de Salvio. Renato, c'est la blessure de qui au milieu de terrain? Non, Renato, c'était le milieu à deux, et puis il se dit ça marchait pas. Il a fait monter Renato contre Astana, il joue en Ligue des Champions. Ouais, voilà, c'est ça. Après, tu as Lindelof, c'est blessure de Jardel. Ruben Dias, c'est début de saison, on recrute pas. Et je crois qu'il y a une blessure de Jardel aussi encore. Ou de Luisao, je sais plus. C'est toujours en fait des cas spécifiques. Et là, bizarrement, le profil s'adapte bien en fait. Jetson, c'est pareil, c'est un milieu à 3. On recrute pas, donc on décide de faire jouer Jetson. Et Félix était sur le banc. Hein. Félix était sur le banc, et ça gêne même pas. Des fois, il était même pas en tribune. Il était en tribune seulement. Tu vois, ça, en fait, ça dépend vraiment du moment et si tu as de la chance ou pas. Florentino, par exemple, pour moi, c'est déjà différent parce qu'il a eu sa chance. Il a manqué de régularité. Et après, il y a eu un transfert, pour moi, Weigl, qui lui a complètement bloqué, tu vois. Qui l'a bloqué. Et là, tu passes aussi un mauvais message. C'est-à-dire que si tu lui faisais confiance, pourquoi aller chercher un joueur qui le concurrence directement? Après, moi, je peux aussi comprendre qu'on les fait. Hein, mais pourquoi aller chercher un joueur qui le concurrence directement plutôt d'aller chercher un joueur qui pourrait vraiment bien le compléter, enfin, tu sais, qui concurrence plutôt Gabriel que concurrencer Florentino, en fait. Enfin, j'ai pas trouvé ça super mal. Hein. Enfin, voilà. C'était pour rebondir sur tes propos. On est d'accord. Les garçons, le mot de la fin, si vous en avez un. Sinon, on va terminer sur ça. Bah non, pas de mot de la fin. Bah mettez-vous devant votre TV à 14h. Va falloir la trouver, la télé, quand même, pour voir le Bayern B. Hein. Non, c'est sur YouTube. C'est sur YouTube, il faut l'indiquer. Ouais. Sur YouTube. Et vous pouvez regarder aussi l'équipe B qui est en train de jouer là actuellement. Alors, on n'est pas en direct, donc le podcast arrivera sûrement à la fin du match de Thiago Dantas, mais vous l'écouterez après. C'est pas grave. Ah, la fail.
C'est pas grave. Et n'oubliez pas, sinon le calendrier qui va Non, bientôt non, non, sortir. arrête avec voilà. ton calendrier, toi. Bande de fous furieux. Les garçons, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, parce qu'on a enregistré, enfin ce midi, parce qu'on a enregistré ce midi. Donc le podcast sera bientôt disponible. Et merci beaucoup. N'hésitez pas à nous suivre donc sur tous nos réseaux sociaux, maintenant sur Twitch, parce qu'on est sur Twitch maintenant depuis cette semaine avec notre live Suède-Portugal. Donc de réécouter si vous n'avez pas écouté encore nos débriefs de la sélection sur cette trêve internationale, Twitter, Facebook, Instagram, toujours, vous le savez, vous êtes au courant. Et on vous souhaite une très bonne fin de journée ou très bonne fin de soirée. Ciao. Ciao. Ciao.